Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e visio en direct du PC Course, 76e jour de course. Avant, avec Denis, de faire un petit point course, nous aurons comme invité tout à l'heure en visio depuis la Bretagne, David de Prémorel, qui est l'architecte du bateau. Il a dessiné ce bateau en 2007, dont il pourra nous raconter un petit peu l'historique et les transformations sur ce bateau. Ce Vendée Globe 2020, Denis aura réservé beaucoup de surprises. La première surprise, mais ce n'est pas vraiment une surprise, c'est plus un soulagement, c'est que 25% de la flotte seulement, on peut dire, aura abandonné par rapport à des chiffres souvent l'ordre de 50% sur les éditions précédentes. Oui, c'est ça. L'histoire du Vendée Globe nous montre qu'en fait, traditionnellement, depuis les 8 autres éditions, on a 50% des bateaux qui sont obligés de s'arrêter en chemin. Là, 25%, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas la seule surprise de ce Vendée Globe. Non, la surprise essentielle, je trouve, c'est qu'actuellement, alors qu'on est à quelques jours de l'arrivée des premiers, 7 bateaux se trouvent en moins de 240 000 d'écart. C'est totalement exceptionnel, du jamais vu. Oui, c'est ça. Alors, on le voit à l'écran, là, on le voit bien. Les bateaux sont en approche, évidemment, des Açores. On va peut-être zoomer sur la flotte. Et en approche des Açores, on voit bien le regroupement des bateaux. Alors, jamais, en effet, on avait eu autant de bateaux en si peu de temps ou en si peu d'espace. 240 000, il faut le rappeler, c'est à peu près un peu moins qu'une journée. C'est-à-dire que si les bateaux progressaient ensemble jusqu'à l'arrivée, eh bien, on pourrait avoir des surprises importantes à l'arrivée, mais ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard. La troisième surprise, c'est qu'on a affaire, notamment en tête de course, à des bateaux très différents les uns des autres. On a 2 bateaux de 2020, donc vraiment des derniers nés, mais qui ont subi des dégâts sur leur foil. Oui, c'est ça. En fait, jamais on a eu une flotte aussi dense. Alors, Olivier, tu viens de le dire, on a des bateaux de 2020 avec leur grand foil immense, mais qui sont handicapés. Et puis, on a 3 bateaux de 2016, qui sont celui de Louis Burton, de Yannick Bestaven et de Giancarlo Pelotet, qui, eux, ont des petits foils, donc beaucoup plus polyvalents. Et enfin, on a un grand bateau. Un bateau de 2016, celui de Boris Herman, qui, lui, n'a pas subi de dommages. Alors, ce qui est étonnant avec le bateau de Boris, c'est que lui, il est de 2016, mais au contraire, il a été adapté à 2020 avec des immenses foils. C'est le seul immense foil qui soit en très très bon état. Et puis finalement, on a 2 bateaux de génération plus ancienne, de 2008, qui sont ceux de Jean Le Cam et de Damien Seguin. Alors eux, tout à fait incroyables, ils ont des dérives droites, ces bateaux. Ce sont des bateaux de 2008, c'est-à-dire très anciens, évidemment, comparés aux bateaux de 2020. Et ça, on peut l'expliquer, Olivier, de plusieurs manières. Oui, alors la première explication, c'est l'expérience des skippers. Oui, il faut quand même rappeler que quelqu'un comme Jean Le Cam a 5 Vendée Globe à son actif. Damien Seguin, lui, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 5, je dis bien 5 titres de champion du monde. Yannick Bestaven, 3 Vendée Globe, par exemple. Et puis, quelqu'un comme Louis Burton, il a 3 Vendée Globe. Donc, c'est une très grosse expérience, tout ça. Ce sont que des navigateurs de très grande expérience. Donc la deuxième explication, c'est cela, c'est la bonne préparation de certains bateaux et la moindre sophistication également de certains bateaux. Oui, on peut penser qu'en fait, cette année 2020, on a vu des bateaux qui allaient de plus en plus vers la sophistication de l'électronique partout. À compter de ça, quelqu'un comme Jean Le Cam a préparé son bateau de façon simple, fiable, il a allégé. C'est le cas aussi pour le bateau de Damien Seguin. Résultat, ils sont dans le paquet de tête et ça, c'est exceptionnel. Et la troisième explication, c'est que les bateaux les plus récents, ceux qui sont sortis en 2020, n'ont pas eu le temps d'avoir une préparation normale à cause de la crise de la Covid. Et oui, déjà les bateaux sont ressortis comme d'habitude en retard de chantier. Quand on construit un bateau, c'est des mois de construction et on a traditionnellement et toujours du retard dans la construction. Et n'oublions pas le mois de mars, confinement numéro 1, on ne peut plus aller sur les bateaux ne peuvent plus naviguer, donc tous ces bateaux récents, ils sont arrivés sur les plans d'eau très en retard, et en fait, ils ont été les premiers, les victimes d'avaries techniques.
Alors revenons à la course. On estime que le 27, donc dans quelques jours, les 5 ou 6 premiers arriveront probablement dans la même journée. Mais ce qui va être très intéressant, c'est si on se souvient du sauvetage de Kevin Escoffier, 3 navigateurs s'étaient déroutés et donc chacun bénéficiant maintenant effectivement d'un crédit d'heure en fonction du temps qu'il a passé, que chacun aura passé à se dérouter et à secourir Kevin. Et oui, et là, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que Jean Le Cam, qui dispose d'un crédit de 16h15, supposons qu'il arrive dans un créneau qui soit inférieur à 16h15 par rapport à son concurrent qui le précède, eh bien il passe devant. Et il ne pourra pas dire « moi Jean Le Cam, je trouve ça pas normal », etc. Non, c'est une décision du jury et ça a été décidé. Donc les jeux peuvent être entièrement refaits, en tout cas pour Jean Le Cam, pour Yannick Bestaven et pour Boris Brahman, qui tous les trois disposent d'un crédit de temps. Je pense qu'on a en ligne Stéphane. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends depuis tout à l'heure. J'écoutais ton analyse sur les bateaux de devant auxquels j'aurais quelques petites choses à rajouter. Ah bah commençons tout de suite par ça alors, mon cher Stéphane. Ravi de te retrouver sur nos lignes déjà. Et puis commençons par ton analyse qui est sûrement beaucoup plus pertinente que la nôtre. Non, ton analyse, elle était excellente en tout point. Et c'est sûr que le talent, l'expérience de Jean Le Cam, de Damien et de Benjamin sont assez exceptionnels sur cette course. Et loin de moi l'idée de remettre tout ça en question. Au contraire, c'est des gens que je respecte beaucoup et qui ont fait une course vraiment exceptionnelle. Maintenant, il faut juste quand même préciser une petite chose. C'est sûr qu'en plus de la simplicité et de la fiabilité de leur bateau, ils n'ont pas la configuration de 2008. C'est-à-dire que Jean Le Cam, faut pas oublier que le tiers avant son bateau a été découpé et a une forme qui ressemble plus à un bateau de 2012, a été reconstitué sur la partie avant du bateau qui lui donne de la puissance. Et Damien, comme Jean, ont complètement modifié la répartition des ballages, des équilibres, des poids des bateaux. Et leurs dérives droites ne sont pas des dérives de 2008, ce sont des dérives inclinées qui sont des dérives de génération 2012 et qui, sans être des foils, apportent déjà de la portance au bateau et ça change très sensiblement les performances. Voilà. Donc ça ne retire rien à leur mérite évidemment, mais ce ne sont pas des bateaux de 2008 qui sont restés tels quels. Non, en effet, tu as raison, tout à fait. Merci de ces précisions et on va voir avec l'architecte avec David, qu'on a la chance d'avoir en ligne, on va voir l'évolution de ces bateaux et on va en reparler juste après, en deuxième partie de cette visio. Est-ce qu'on peut revenir, Stéphane, sur tes conditions actuelles de navigation? Alors, c'est le bonheur, du soleil, du vent, des vêtements secs, on te voit en t-shirt. C'est un nouveau Vendée Globe pour toi, ça? Oui, bah disons que c'est la course de tous les contrastes, définitivement. Et je ne boude pas mon plaisir, effectivement, de naviguer au sec, porte ouverte, sans avoir le stress de la mer, notamment. Là, c'est une navigation typique de l'Alizé, mais avec un alizé assez faible. Voilà, je vais pas m'en plaindre, hein, je prends ce qu'il y a, mais je suis seulement dans une dizaine de nœuds de vent, qui n'est pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est pareil pour tous les petits copains autour. Hein. Mais ça en fait voilà, des conditions super agréables. Il n'y a pas de mer, c'est tout plat. Le bateau va à 10 nœuds tout droit. Donc c'est effectivement le bonheur. Après, bon, il y a quand même des grains à gérer. C'est une zone qui est très perturbée, et notamment quand on passe la latitude du Cabo Frio. Donc un petit peu au-dessus de Rio, c'est une zone cette espèce de front froid permanent, qui est d'ailleurs une zone qui est le siège de départ de dépressions qui vont ensuite dans l'océan Atlantique Sud. Et en fait cette zone est assez perturbée. Là j'ai eu des très gros grains cette nuit et ce matin, donc ça met un petit peu d'ambiance, voilà, ça fait passer parfois de 10 nœuds à 30 nœuds, puis de 30 nœuds à 4 nœuds de vent, avec des variations de plus ou moins 50 degrés. Alors sur la cartographie, on a l'impression que le bateau il va tout droit, mais c'est pas si simple que ça pour aller tout droit.
C'est pas mal de manœuvres et d'ajustements, voilà, mais c'est une navigation intéressante. J'essaie de repérer les grains au radar pour anticiper. J'ai une question quand même un peu toute bête. Tu es pas très loin de la Terre, tu vas t'en rapprocher. Est-ce que en tant que navigateur, tu écoutes la radio des pays que tu longes? Moi, quand je naviguais, j'écoutais énormément la radio des pays que je longeais parce que j'adorais ça, écouter ça. Est-ce que toi, tu écoutes ou est-ce que tu es peut-être trop loin de la côte pour entendre la radio? Alors, je n'écoute jamais la radio, mais j'ai remplacé par à peu près l'équivalent de la radio quelque part. Et je m'abreuve de podcasts. Donc, j'ai enregistré des émissions qui sont des émissions radio, donc ça revient finalement ça revient au même. Et j'écoute plusieurs heures par jour des podcasts d'histoire. J'adore l'histoire. Et des podcasts de philosophie, de science. Donc je vais être incollable au Trivial Poursuite en arrivant, attention. Stéphane, juste une question. Tu fais partie d'un groupe maintenant de 5 ou 6 bateaux. Tu as largement rattrapé un retard. Est-ce que tu es dans une mentalité de chasseur ou est-ce que la prudence continue d'être ta priorité? Comment est-ce que tu vois les prochains jours jusqu'à l'arrivée? Oui, je suis vraiment content de cette remontée de l'Atlantique parce que j'ai pas fait partie des, des grands chanceux de l'histoire en termes d'opportunités météo. J'ai même eu beaucoup de pièges à la figure. Alors j'ai eu une opportunité de remonter dans le Pacifique que j'avais saisie. Et là, j'ai eu en fait une opportunité qui était 2 fois intéressante. La première, c'était parce que ça permettait de remonter dans des conditions assez faciles, donc plutôt au portant. Il y avait quand même 2 dépressions, mais qui étaient dans le bon sens. Et puis c'était une situation qui me permettait de potentiellement revenir. En gros, il y a eu une grosse dépression dans l'est de l'Uruguay. Moi, je suis passé dans l'ouest de la dépression. Alan, Cali sont passés dans l'est. Philippe a essayé de faire un intermédiaire au milieu. Et Didac et Cogiron sont venus comme moi dans l'ouest. Et moi, j'ai fait une route assez directe, assez rapide. Donc, je suis vraiment content de ça. J'ai eu quand même pas mal de petits temps. Et alors la suite des choses, Alan et Cali qui ont redémarré, ils ont un meilleur angle que moi, mais en distance au but par rapport à l'entrée du poteau noir, on est quasiment équivalent. Donc si mes calculs sont bons, ils devraient potentiellement être à l'entrée du poteau noir avec à peu près 200 000 d'avance sur moi, sachant que quand j'étais au Malouine, ils avaient presque 1000 000 d'avance. Donc 200 000, ça veut dire que c'est tout à fait jouable suivant ce qui se passe sur le poteau noir et suivant ce qui se passe pour l'arrivée. Ça veut dire aussi que ces 200 000, c'est un scénario assez pessimiste pour moi. Ça veut dire qu'ils avancent vraiment plus vite, mais c'est pas dit que je me laisse faire comme ça. Ça dépendra des conditions météo, bien sûr. Ensuite, Pipe, elle a quand même un bateau qui est plus ancien. Elle a bénéficié de sa simplicité, de la facilité de son bateau tout le Grand Sud. Mais maintenant, c'est fini de rire parce que dès que le vent va rentrer un peu plus fort, vu l'angle qu'on a, normalement, elle peut pas. Normalement, elle pourra pas résister à mon retour. Mais ça suppose aussi que le vent rentre parce que quand il y a 10 nœuds de vent. C'est pas là que je peux faire la différence, mais dès 15 nœuds de vent, normalement, elle ne pourra pas tenir. Didac, je devrais réussir à le tenir à distance. Et puis après, Kojiro, faut pas oublier que c'est le même bateau que Charal. Donc en termes de potentiel, vraiment largement supérieur à mon bateau. Maintenant, il a aussi des aléas. Et puis, c'est pas Jérémy Bayou dans sa façon de naviguer. Il est plus, plus calme. Donc à voir comment il va jouer le coup, sachant qu'il s'est décalé dans l'est, donc c'est plus intéressant pour lui, il devrait avoir un petit peu de vitesse. En tout cas, voilà, on est sûr je pense que ce groupe-là, on va être souvent très très proches les uns des autres dans le poteau noir. On est sûr que tu vas tous les dépasser, ça ne fait aucun doute. Dis-moi Stéphane, on a vu sur des vidéos que tu avais malheureusement encore eu un problème avec une infiltration d'eau, et puis alors ce coup-ci, beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que tu aies toute cette eau au fond de ton bateau?
Ouais, bah c'est pas c'est plus qu'une infiltration, c'est une entrée en masse. Bah, c'est la même chose que j'avais eu dans l'océan Indien. De toute façon, j'ai toujours eu j'ai eu plein de problèmes techniques sur le bateau et tu parlais des bateaux de 2020 qui sont allés trop tard à l'eau. Et si moi j'ai une frustration, ce sera bien celle-là, c'est que mon bateau il a vraiment un potentiel pour jouer avec les 10 bateaux de devant. Et si j'ai pas pu le faire, c'est vraiment uniquement parce que on a été à l'eau trop tard et que bah, tous les petits bugs qui se sont déclarés en début de course, j'avais pas eu le temps, j'ai pas eu la possibilité de les voir avant. Voilà, ce qui n'était pas le cas évidemment de bateaux comme celui de Jean, de Benjamin, de Damien, qui eux n'ont eu aucune modification cet hiver. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est moi qui avais pris la décision de modifier mon bateau. Et donc j'avais déjà eu la trappe de foil tribord qui avait explosé. C'est au moment où Pip Har, la coquine, s'était pas fait prier pour me dépasser sous le vent dans l'océan Indien en apprend du Lewin. Elle était passée tandis que j'étais en train d'écoper 3 tonnes de flotte dans le bateau. Et j'avais renforcé à bâbord et j'ai été un peu négligent, j'aurais dû faire mieux que ça puisque la trappe elle a explosé également. Heureusement j'avais ouvert le panneau de la cloison étanche qu'on voit derrière moi, là ces grandes ouvertures, comme il fait beau. Et j'étais en train de dîner et à un moment j'entendais des bruits de vagues, un peu comme à la plage mais dans mon bateau. Et c'était la nuit, donc j'ai éclairé, j'ai vu que j'avais embarqué, alors là ce coup-là, je pense 3000, peut-être 4000 litres d'eau, un volume absolument considérable. Donc il y a forcément un peu de stress à ce moment-là, le temps de tout écoper, donc j'avais 2 pompes en marche et moi j'étais avec le seau, ça a pris quand même 2 heures. Et puis ensuite, dans la nuit, il a fallu que je répare cette trappe, mais maintenant je savais comment faire. Et puis en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais le vérin de quille qui avait tourné et la vanne du vérin était plantée dans la coque, ça a endommagé le composite de la coque du bateau. Donc j'ai dû, ça paraît rien comme ça, mais j'ai dû batailler pour tourner un des vérins de quille. Ce sont des pièces énormes et surtout qu'il y a beaucoup d'efforts dedans, donc j'ai eu beaucoup de chance d'y arriver. Donc j'ai réussi à remettre le vérin et puis dans la foulée, j'ai fait une réparation du stratifié qui tiendra jusqu'à l'arrivée. Bravo. Donc il y a 24 heures, c'était tonique à bord. Bravo Stéphane. Bravo. Alors on a la chance d'avoir David de Prémorel, évidemment que tu connais très bien. Je pense que David brûle de te poser 2-3 questions et on est ravis d'accueillir. Bienvenue à bord David. Bonjour à tous, salut Stéphane, comment vas-tu d'abord? Salut David, écoute je vais bien, depuis qu'on s'est eu rapidement au téléphone pour que tu me conseilles justement sur la réparation. J'ai réussi à pas mal dormir cette nuit, parce que les 2 nuits d'avant c'était à peu près nuit blanche. Et ça fait du bien, voilà. J'ai même dormi trop pour tout te dire, confidence pour confidence. J'ai mon ordinateur qui a planté et je lui avais fait confiance pour l'alarme du réveil, donc je ne suis pas réveillé pendant 4 heures de suite, ce qui ne m'arrive jamais. Et le bonheur, c'est que ces 4 heures-là, le bateau allait tout droit, il n'y a pas eu un grain. Donc c'était une sieste sans conséquence, mais ça fait du bien. Donc là, c'est la pleine forme, quoi. Ouais. Pas tout à fait en pleine forme, mais je sens que les batteries sont en train de se recharger. Je vais affiner quelques siestes encore et puis ça va aller très bien derrière. Okay. J'allais te demander si ça avait été la réparation, mais tu nous as déjà dit que ça s'était passé sans grosse difficulté. Oui, je suis content. En fait, j'ai découpé un petit morceau de plaque et puis en ayant bien préparé la zone, bien séché, j'ai réussi à faire quelque chose qui est très correct. Visuellement, c'est plutôt acceptable et souvent en structure, ce qui est beau fonctionne. Ouais, donc on va dire que ça va fonctionner. Bon, super, très très bien. Écoute, content de te voir avec ce sourire en tout cas.
Bah écoute, merci. Puis en tout cas, bah, c'est très sympa de t'avoir, que tu participes à cette vidéo. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément conscience du rôle incroyable de l'architecte. Un architecte, c'est pas simplement quelqu'un qui dessine le bateau avant sa construction, mais c'est vraiment quelqu'un qui suit la vie du bateau. David, c'est quelqu'un que j'ai au téléphone dans la préparation, j'ai envie de dire, quotidiennement. Ouais, C'est lui évidemment qui a dessiné toutes les évolutions du bateau, des ballasts, les foils, etc. C'est quelqu'un qui suit techniquement tout ce qui se passe sur le chantier, et c'est quelqu'un que j'appelle, j'essaie le moins souvent possible, mais quand même de temps en temps, y compris pendant la course, quand j'ai un doute sur la structure du bateau ou les conduites à tenir quand tu as une réparation. Donc c'est vraiment quelqu'un de clé, de charnière dans le projet. Et puis quelqu'un aussi, David, qui nous a beaucoup aidé dans le projet d'éco-conception, dont je crois savoir que vous allez parler juste après. Absolument. Écoute, Donc, merci beaucoup David pour toute ton implication. Stéphane, on est ravis d'avoir eu cette qualité d'image et de t'avoir entendu. On va te laisser naviguer, et puis surtout à samedi prochain, puisque là, ça va être très important. Est-ce que, éventuellement, tu peux nous faire un petit tour d'horizon dehors de ton environnement, ou est-ce que c'est pas trop le moment? Comment est-ce que tu vois ça? Allez, je vais vous faire sortir, vous allez jubiler de voir ce beau soleil que vous n'avez pas. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour ça. Stéphane, merci. Merci. Génial, là on sort, Alors, on là, sort je vous ai dehors parlé avec toi. de ma couchette qui était donc là. Oui, Et maintenant, hop, la serviette qui sèche, parce que tout à Wow. l'heure Ah oui. j'ai pris ma douche sous un grain. Et c'était Superbe. très agréable. Alors, je mets sous le vent. Donc voilà, c'est un temps un peu facile, hein, un peu trop facile peut-être. Il n'y a pas de mer, ciel bleu, quelques petits nuages. Donc là, on voit que les nuages, ils sont pas du tout déformés, ils sont pas cisaillés. Ça, c'est le signe d'un alizé qui est faible. Et je les verrais bien un petit peu plus toniques, moi, ces nuages. Stéphane, Mais ça bon, nous donne je envie prends, d'être avec je toi prends sur le ce qu'il y a à bateau. prendre. Et puis bah là, le côté au vent. Ça nous donne envie d'être avec toi Je sur le n'en doute bateau. pas, j'espère bien même. Super. Bravo. Ben oui, je comprends. Moi, quand je vois ces belles images de soleil, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Stéphane. Merci et puis, Stéphane. Bon, je l'ai mérité aussi. Hein. Oui, absolument, absolument. bien sûr. C'est sûr. Et puis on te donne rendez-vous à samedi prochain pour la prochaine visio. Merci beaucoup Stéphane. Salut Stéphane. À bientôt, Stéphane. Merci David, merci à tous. Au revoir, et puis à bientôt pour le passage du poteau noir. Merci. Alors, David, on en a déjà parlé avec Stéphane. Un architecte dans un projet comme celui-ci, c'est beaucoup plus qu'un architecte qui dessine le bateau. Le cabinet Finoconc a déjà dessiné le bateau en 2007 pour Alex Thompson, et depuis, eh bien, tu suis le bateau pas à pas. Tu connais également Stéphane depuis 2011 quand il faisait du classe 40. Voilà. Là, on voit à l'écran le bateau tel qu'il était pour Alex Thompson. Avec les fantaisies d'Alex Thompson. Avec les fantaisies d'Alex. Oui, c'est ça. Et en fait, le rôle de l'architecte, il commence déjà là. Il commence déjà à la conception du bateau et au suivi. C'est bien ça, David? Alors, effectivement, on a conçu ce bateau pour le Vendée Globe 2008 pour Alex Thompson. Et on a donc fait un bateau qui correspondait à ses désirs à lui pour commencer. Et puis, malheureusement, ce départ de Vendée Globe 2008 n'a pas porté beaucoup chance à Alex, puisque 3 semaines avant le départ, au moment de rentrer dans le port des Sables d'Olonne pour prendre sa place au ponton, il a été percuté par un chalutier, donc gros dégâts sur le bateau. Chantier express pour arriver à réparer le gros trou qu'il y avait dans la coque
et être au départ quand même, ce qui était un exploit incroyable. Donc urgence pour tout le monde, pour son équipe, pour les techniciens composites sur place, pour nous, pour l'aider à trouver les bonnes méthodes, etc., pour le cabinet qui avait calculé la structure également, etc. Donc il est au départ du Vendée Globe 2008. Malheureusement, pendant la réparation, d'autres dégâts n'avaient pas été vus et il a été obligé d'abandonner très rapidement. Alors il faut rappeler comment s'est passé malheureusement cet accident. On est la nuit, Alex vient d'arriver devant les Sables d'Olonne, mais il ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas d'eau dans le port. Donc il a envie de se reposer. Pour des soucis d'économie, il éteint tous les feux et les feux de position. Il va se coucher. Donc le bateau est noir. Il fait une nuit d'encre. Le chalutier qui arrive et qui va rentrer dans les Sables d'Olonne ne voit rien. Il est à 11-12 nœuds et il percute par le travers le bateau d'Alex, Hugo Boss. Et là, c'est la catastrophe. Moi, j'étais à ce moment-là directeur de course du Vendée Globe. Le Alex voit 3 ou 4 ans de sa vie partir en une fraction de seconde et se détruire. Et le pauvre patron du chalutier, qui vient de percuter le bateau, lui, a une culpabilité, mais même pas supportable, d'avoir détruit toute une partie d'un bateau du Vendée Globe. Et donc, comme tu le dis David, grâce à toi et aux équipes de Alex, eh bien, le bateau prend le départ, mais est obligé d'abandonner un petit peu après. Donc ça, c'est la première vie du bateau. Tout à fait. Alors ensuite, on continue à suivre ce bateau pendant le temps où Alex le possède. Il y a un petit peu quelques évolutions, mais rien de très notable. En 2012, le bateau, pour le Vendée Globe 2012, est racheté par Gutek. Voilà, on le voit à l'écran, il s'appelle Energa. Voilà. Le bateau est à ce moment-là à peu près dans l'état où il était avec Alex. On n'a pas fait énormément d'évolution à cette période-là. Et à l'arrivée du Vendée Globe, ou plutôt quelques temps après le Vendée Globe, le bateau est toujours en Pologne. Et c'est là qu'en 2015, Stéphane va le chercher. Alors là, je crois que Olivier a participé, Olivier qui était le team manager pour 2016, de Stéphane. Oui. En fait, en 2015, Stéphane cherchait l'achat d'un bateau. Comme David nous le dit, il y avait peu de bateaux disponibles sur le marché. Il en a regardé 2, 3, et puis il s'est penché sur ce fameux bateau de Gutek, et il est allé à Gdansk, au fin fond d'un vieux chantier, récupérer ce bateau, et avec un équipage réduit, il a convoyé le bateau de Gdansk jusqu'à Lorient, en passant par le canal de Kiel. Et je pense qu'il y a eu un petit incident avec des éoliennes en mer qui n'étaient pas tout à fait qui n'étaient pas sur la carto. Voilà. Et effectivement, il a dû louvoyer, si l'on peut dire, entre les différentes éoliennes qu'on trouve en mer du Nord. Et donc, 2015, Stéphane rachète le bateau. Et là, David, vous revenez avec le cabinet Philocombe dans le jeu et vous commencez à faire vous recommencez le suivi du bateau. Oui, c'est tout à fait ça. On fait quelques travaux qui permettent de mettre le bateau en état de faire un tour du monde. Quelques petites améliorations, voilà, il y a les obligations liées au règlement du Vendée Globe également. Et donc ce bateau qui à ce moment-là effectivement s'appelle Boulogne en tout court et compagnie du Lit, prend le départ du Vendée, fait un très très beau début de course. Là on voit l'intérieur du bateau à ce moment-là, et d'ailleurs un intérieur qui a pas mal changé aujourd'hui. Et malheureusement, cette course-là est également interrompue suite au dématage de Stéphane au sud de la Nouvelle-Zélande. Alors, là, on va passer tout de suite à 2020, ce Vendée Globe-là. Stéphane décide de faire des vraies modifications, notamment, évidemment, passer des dérives au foil, et c'est là où tu l'accompagnes dans toutes ces évolutions. Quelles sont-elles et combien de temps ça prend, d'une part d'études et d'autre part de réalisation? C'est quelque chose dont on a parlé pendant assez longtemps. Dès le début 2019, on commençait à envisager les évolutions de ce bateau avec à chaque fois plusieurs options, plusieurs versions possibles de ces améliorations. Et on rentre vraiment dans l'étude de
de ce qu'on va faire à peu près au moment de la Transat, juste avant le début de la Transat Jacques Vabre en 2019. Donc à l'automne 2019, on commence à étudier les modifications, sachant qu'à ce moment-là, on a pris la décision ensemble de mettre des foils sur ce bateau et des foils qu'on rachète, enfin que Stéphane évidemment a racheté à Sam Davies, puisque ce sont les anciens foils de son bateau. Et donc, outre le passage des dérives au foil, qui représente deux chantiers, il y a le chantier enlever les dérives et il y a le chantier mettre les foils. On fait aussi un certain nombre de changements. On change tout le système de barres. On voit là en jaune fluo à l'arrière du bateau les safrans qui rentrent dans l'eau, les barres de transmission. Donc tout le système de barres est changé. On gagne beaucoup de poids dans cette opération, puisque sur un bateau comme ça, le nerf de la guerre, outre sa fiabilité évidemment, c'est son poids. Donc on change, on met les foils, on change le système de barre, on voit très bien aussi en jaune fluo sur le pont du bateau, on a changé ce qu'on appelle le roof, c'est-à-dire le toit de la zone de vie du bateau, on l'a changé de forme, on a du coup beaucoup plus de volume à l'intérieur du bateau, on a des hublots qui permettent de voir vers l'avant et vers le haut pour qu'on puisse voir ces voiles de l'intérieur du bateau, ce qui est en termes d'ergonomie et de capacité de surveiller son bateau sans aller se mouiller, c'est quand même très intéressant. Et on change aussi quelque chose qui est moins visible, on change la répartition des ballasts d'eau de mer qui est à l'intérieur du bateau, puisque à l'intérieur, il y a des caisses qu'on peut remplir d'eau pour maintenir le bateau plus à plat et donc lui permettre de porter plus de toile et d'aller plus vite. Et donc on change radicalement la répartition de ces volumes de ballast dans le bateau. Donc ça fait 4 très gros chantiers qui ont commencé tout début 2020. Je crois qu'on a un tout petit film qui justement nous permet de bien comprendre, David. Est-ce que tu peux nous commenter ce petit film? Oui, alors là, effectivement, on est au printemps 2020, dans le chantier Multiplast à Vannes, à côté de nos bureaux. On voit qu'il manque des morceaux importants du bateau, ou alors on vient, là dans le cas précis, de reboucher le grand trou qu'on avait fait dans le pont pour poser ce nouveau roof. Donc, effectivement, ça a été un chantier de longue haleine, hein, puisque ça a duré de janvier à juillet. Malheureusement, ça aurait dû être plus court, mais la crise du Covid en a décidé autrement. Et là, on est en juillet à la remise à l'eau du bateau après avoir fait toutes ces modifications. Alors, il y a un aspect dont Stéphane vient de parler, c'est la confiance, le respect mutuel entre un architecte et un skipper. Est-ce qu'on peut imaginer que le cabinet Finioco pourrait travailler pour un skipper avec lequel il serait en désaccord sur la philosophie de la navigation? C'est quelque chose qui se présente assez peu, parce qu'on arrive... tous les gens avec qui on a eu la chance de travailler sont des personnes qui sont dans le dialogue et on est dans une démarche d'écoute mutuelle. Et puis, malgré tout, sont les skippers qui vivent sur leur bateau, donc forcément, nous, on écoute beaucoup ce qu'ils ont à nous dire. L'histoire avec Stéphane est un petit peu particulière. Déjà, c'est une histoire qui remonte à loin, puisqu'on accompagne Stéphane dans ses différents projets depuis 2011. En 2011, Stéphane fait l'acquisition d'un bateau un petit peu plus petit, qu'on appelle un classe 40, et qui est déjà un bateau dessiné par nous. Et donc on l'accompagne dans un certain nombre d'évolutions, de petites choses techniques sur son bateau, et c'est là qu'on fait sa connaissance. Et bon, le courant est tout de suite vite passé, parce que Stéphane comme moi, on a une formation d'ingénieur, on a du coup le même vocabulaire, une approche très similaire de comment on résout les problèmes et comment on les aborde. Et donc très vite, effectivement, c'est ici une relation de confiance et une sincère complicité qui nous a permis d'arriver jusqu'au projet actuel, quoi. Et alors maintenant, on parle déjà du futur. Il y a déjà des bateaux de ce Vendée Globe qui sont à vendre.
sur les sites officiels. Mais je sais que Stéphane et toi, vous avez déjà évoqué un futur bateau qui serait éco-conçu. Alors là, je m'adresse à l'architecte. Ça veut dire quoi éco-conçu pour un IMOCA dans la perspective d'autres courses? C'est quoi? Voilà. Alors, le contexte, c'est évidemment que le projet Time for Oceans est un projet qui cherche à attirer l'attention du plus grand nombre sur le soin qu'il faut apporter à préserver nos océans, qui sont une ressource indispensable à l'équilibre naturel de la planète. Et donc Stéphane on en a beaucoup discuté, a très envie de faire un nouveau bateau, mais il veut que son nouveau bateau s'inscrive dans cette idée. Et donc, la démarche d'éco-conception est quelque chose qui a été étudié de manière assez prolongée au cours de l'année 2020 en particulier. Il y a plusieurs choses à expliquer à ce sujet-là. La première, j'aimerais expliquer à tous les gens qui nous regardent que l'impact écologique d'un objet quel qu'il soit, c'est pas juste l'énergie qu'il consomme pendant qu'on l'utilise ou le gaz carbonique qu'il relâche pendant qu'on l'utilise. Toute la vie du produit a un impact écologique, à commencer par sa fabrication, puis son usage, puis sa fin de vie, que ce soit une destruction, un recyclage ou autre. Et on a la chance dans le bateau de course d'être déjà dans des paramètres assez favorables sur un certain nombre de ces choses, puisque un bateau à voile n'utilise quasiment pas d'énergie autre que le vent pour avancer, un tout petit peu de gasoil pour rentrer et sortir du port, et c'est tout, donc c'est très faible. Par ailleurs, comme c'est un bateau de course, on cherche à faire le bateau le plus léger possible, donc on va mettre le moins de matériaux possible, et finalement, la meilleure façon de réduire l'impact écologique d'un objet, c'est d'en le faire moins, ou de mettre moins de matériaux dedans. La troisième chose étant que chez Finocon, on s'est toujours efforcé de faire des bateaux suffisamment solides pour qu'ils aient une durée de vie importante. Là, on voit le bateau de Stéphane à 12 ans quand même. Et donc, un bateau qui peut être utilisé pour trois éditions du Vendée Globe pollue d'une certaine manière 3 fois moins que s'il avait fallu refaire un bateau à chaque fois. Maintenant, faut aussi quand même voir les choses en face et bien se rendre compte que les matériaux qu'on utilise pour fabriquer ces bateaux ne sont pas les plus écologiques du monde. La fibre de carbone, de même que le plastique qu'on met autour, ce qu'on appelle la résine, sont souvent, tout au moins, des dérivés du pétrole. Quand on fabrique un bateau, on le fabrique dans des moules qui eux-mêmes ont également besoin de bois ou de matériaux composites pour les fabriquer, etc. Donc, toute cette démarche-là consiste à réduire autant que possible l'impact de la construction. C'est un petit peu, on est un petit peu dans le même cas que le téléphone portable, où c'est la fabrication du téléphone portable qui est la plus impactante pour l'écologie, et donc il faudrait que le but de tous soit de conserver son téléphone le plus longtemps possible. David, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je me permets d'ajouter que vous êtes responsable également d'autres bateaux qui sont actuellement en course, je crois, de Damien Seguin, d'Alain Roura. Donc j'imagine que vos journées sont bien occupées à suivre le déroulement de la course pour chacun de vos skippers. Oui, c'est tout à fait exact. En plus d'évidemment être disponible pour répondre à leurs sollicitations quand ils ont des petits soucis techniques, ce qui arrive à tous les skippers du Vendée Globe, on a aussi le grand plaisir de pouvoir discuter avec eux de temps en temps, et puis on passe aussi beaucoup de temps à suivre l'évolution de la course depuis le bureau. Oui, tout à fait. J'aimerais juste que tu nous rappelles, David, une phrase que Jean-Marie Finot, donc le créateur du cabinet Finot-Conques, aime à répéter, et que je l'ai entendu souvent répéter, sur la destination exacte d'un bateau. Quelle est cette phrase? Parce qu'elle est très inspirante, cette phrase. Oui, tout à fait. Jean-Marie Finot a toujours dit que pour un bateau du Vendée Globe, mais un bateau en général,
il y a 3 priorités dans un ordre bien précis. En premier, on ramène le skipper. En deuxième, on ramène le bateau. Et en troisième, on gagne la course. Ça, c'est clair, c'est la pensée qui domine dans le cabinet Finoconc et c'est celle que vous avez toujours appliquée. Merci beaucoup. Merci David. Merci à tous Merci à de nous vous. avoir suivis aujourd'hui. Samedi prochain, je ne peux pas vous dire exactement le nom de l'invité, mais ça sera un invité de prestige que nous aurons normalement, si tout se passe bien, en visio depuis la Bretagne à nouveau. Il s'agira d'un skipper bien connu de tous. Merci à tous, bonne semaine et à samedi prochain.